Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Susanna Vergani, je suis directrice de recherche CNRS, je travaille à l'Observatoire de Paris. Donc, je suis italienne, donc je m'excuse d'avance pour mon français si toutes les phrases ne sortent pas comme il faut. Désolée. Donc, je peux l'enlever. Donc, je vais, pendant ce séminaire, vous parler un peu des observations multilongueurs d'onde des sources gamma, pas que multilongueurs d'onde. Et donc, nous allons tout d'abord, nous allons revoir un peu l'historique du passage de sources gamma comme phénomène observé que dans les rayons gamma jusqu'à les observations massives multilongueurs d'onde. Ensuite, nous allons voir comment ces observations multilongueurs d'onde nous aident à étudier les propriétés de l'émission rémanente et du G. Et enfin, je vais vous montrer comment ces observations multilongueurs d'onde peuvent être utiles pour utiliser les sources gamma comme sonde de l'univers lointain. Donc, dans la suite de l'exposé, je vais parler de sources gamma ou GRB pour gamma ray burst, c'est la même chose. L'émission rémanente, je peux indiquer l'émission rémanente, rémanence ou afterglow à l'anglais. Et je vais toujours utiliser le mot redshift et l'indiquer avec petit z dans mes planches qui vont suivre. Donc, comme Françoise vous a dit tout à l'heure, les sources gamma ont été découvertes par hasard dans les années 60 par des satellites qui en effet monitoraient les activités dans l'atmosphère d'essais nucléaires. Et par la suite, toujours l'émission gamma a été détectée par plusieurs, des centaines de sources gamma par cet instrument, l'instrument BATSI à bord de la mission Compton. Okay, donc ici, je vous mets juste le spectre électromagnétique, juste pour vous dire que dans l'exposé, on va vraiment, dans les séminaires, on va traiter tous les domaines de longueur d'onde et parfois ils vont apparaître en termes d'énergie des photons, en termes de fréquences ou de longueur d'onde, okay, ou par leur nom du domaine. Okay. Et en ce qui concerne l'instrument BATSI et les détections qu'il a fait des sources gamma, donc en gamma, c'est plutôt le domaine des rayons gamma mou au X dur. Donc on est à l'entour de 10 puissance 5, 10 puissance 6 électronvolts. Okay. Donc déjà, voyons qu'est-ce que ces observations-là, que dans le domaine gamma, peuvent nous dire des sources gamma. Donc ici, je vous montre un exemple des cours de lumière de l'émission qu'on appelle prompt, donc l'émission qu'on détecte dans le gamma, où nous avons là les taux des photons et les tons. Bon, on ne voit pas très bien l'échelle, mais c'est toutes des échelles de la dizaine de secondes, de quelques dizaines de secondes. Donc on voit que c'est une émission qui est très courte et qui a aussi une variabilité qui peut être très rapide. Donc, et ici, par contre, je vous montre le spectre de cette émission qui pique l'entour du MEV et que c'est un spectre non thermique. Donc déjà, la propriété d'avoir cette variabilité si rapide nous pose une contrainte forte sur le rayon de la source qui émet ces photons, qui doit être inférieur à environ un millier de kilomètres. Et nous avons ce spectre non thermique. Or, les deux choses ne vont pas ensemble parce que je m'attendrai à un spectre différent, à une émission pas vraiment efficace, parce que les photons gamma s'annihileraient avec électrons et positrons. Donc, j'aurais dû pas avoir ce type de spectre, mais un spectre plutôt thermique. Donc, ceci, ça pose un problème. Et donc, dès le début, avec les observations Compton, on a dû penser à une solution qui nous disait qu'il fallait une vitesse relativiste de cette source où les photons gamma étaient émis. Et vraiment ultra-relativiste parce que le facteur de Lorentz de la source devait être au moins de l'ordre de la centaine. De plus, comme on a vu aussi tout à l'heure, on avait un problème d'énergie, c'est-à-dire on avait des énergies observées qui étaient vraiment très élevées, de l'ordre de 10 puissance 53 à 54 R, et donc c'est très 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 difficile de trouver un mécanisme qui est capable d'extraire toute cette énergie. Et donc, dès le début, on a pu envisager le fait que l'émission était vraiment, n'est pas isotrope, mais elle était sous la forme d'un G, qui permettait de réduire les énergies à des énergies, disons, concevables. Donc déjà, par l'observation BATSI, on sait qu'on a à quoi faire avec des objets compacts à l'origine des sources gamma et des jets ultra-relativistes. Il y a deux autres types d'informations qui nous viennent toujours de BATSI.
L'une, c'est la distribution dans le ciel, qui donc nous permet de dire que les sources gamma devraient avoir très probablement une origine extragalactique, parce que si c'était d'origine galactique, ils auraient dû se distribuer le long de la galaxie, là. Et on a aussi tout de suite cette évidence de séparation en deux catégories, selon la durée de l'émission prompte et aussi la dureté de l'émission. Okay, donc si on prend la bande gamma, on la divise en deux bandes d'énergie, disons. Les sursauts gamma courts ont une fraction, disons, des photons émis dans la bande plus énergétique qui est plus élevée par rapport aux sursauts gamma longues, comme vous pouvez voir ici. Donc, on a déjà, qui sont des jeux compacts, G ultra-relativistes, on a une division entre long et court, et très probablement, ils sont d'origine extragalactique. Tout ça avec que les observations dans le gamma. La vraie révolution a lieu 30 ans après la découverte des rayons gamma, quand on commence vraiment à avoir des observations multilongueurs d'onde, donc aussi dans d'autres domaines de fréquences. Et ceci a eu lieu tout d'abord grâce au satellite Bepo-Sax. Et pourquoi? Parce que le satellite Bepo-Sax a été capable de détecter des émissions X liées à cette source de rayons gamma. Okay? Donc pourquoi cette détection d'émissions X est importante? Pour deux facteurs. Une, parce que bien évidemment, elle nous permet d'avoir d'autres éléments pour investiguer la physique de ce phénomène des sources gamma. Mais l'autre, c'est parce qu'elle nous permet de localiser beaucoup mieux la source. Les rayons gamma, l'instrumentation gamma, a une précision sur la position de l'événement qu'il détecte qui est vraiment pas très précise, c'est de l'ordre vraiment des degrés carrés, donc c'est très très large, tandis qu'avec les rayons X, nous arrivons à des positions qui sont de l'ordre de l'heure minute, voire de quelques heures secondes. Et ceci est très 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 important parce qu'elle nous permet de chercher aussi la contrepartie optique, donc l'émission dans l'optique par les instruments au sol ou dans l'espace. Okay? Et c'est ce qui s'est passé. Ici, je vous montre une des premières détections. On voit la rémanence optique. Vous la voyez ici juste après, disons, la détection du sursaut, et ici, quelques semaines après, où on ne voit plus rien. Et grâce à l'identification, à la détection de la contrepartie, donc de l'émission rémanente optique, on peut faire de la spectroscopie optique. Okay? Tout d'abord, il faut détecter la source, la localiser, après on peut mettre une fente et avoir le spectre. Et le spectre était fondamental pour déterminer la distance, parce que dans les spectres de l'émission rémanente dans l'optique, je vois ces raies d'absorption du gaz ou de la galaxie où le sursaut gamma a explosé, ou du gaz qui rencontre le long de sa ligne de visée. En tout cas, ces raies-là, comme Françoise nous a montré tout à l'heure, on a pu déterminer un redshift de 0,8 pour ces raies-là, donc on a eu la preuve observationnelle qu'en effet, les sources gamma étaient des sources extragalactiques. Donc avec la détection dans l'optique, dans les rayons X, etc., et la précision de la position, on a pu suivre l'évolution temporelle du flux de l'émission rémanente. Ici, on a la magnitude, donc en fonction du temps. Et ici, je vous ai montré des exemples des premières courbes de lumière, de certaines courbes de lumière dans le domaine optique, bande R ou V. Donc, on voit cette loi de puissance à la moins 1, comme on a vu tout à l'heure. Et on voit aussi que donc, ça décroît assez vite, ici dans l'optique et aussi dans l'X. Par contre, dans le radio, on s'aperçoit que vraiment l'émission, on peut l'observer pendant plusieurs jours, voire des mois, voire des années. Donc, ici, je veux regarder un point spécifique des sources gamma longs. Donc, on a vu que quand on arrivait à suivre, quand on avait des sources gamma assez brillantes pour lesquelles on pouvait suivre la courbe de lumière, l'évolution de la courbe de lumière jusqu'à la semaine, 2 semaines, quelques dizaines de jours, on voyait tout début la pente, loi des puissances de tout à l'heure, mais après une dizaine de jours, on voyait des bosses qui apparaissaient dans la courbe de lumière, comme ça. Donc, ces bosses, l'un des modèles qui tout de suite a essayé d'expliquer ces bosses, c'est le modèle qui, disons, prédisait une explosion de hypernovae
qui avait lieu en même temps que la formation de sources gamma, donc, et du jet de sources gamma. Et donc ces bosses seraient dues à l'apparence de l'émission, au pic de l'émission de la supernova, de l'hypernova, pardon, hypernova. Et donc ceci était une hypothèse, parce que bon, c'est juste des bosses à la fin d'une courbe de lumière, c'est pas très, très sûr. Donc pour en être sûr, il fallait prendre des spectres de ces points-là, à ces moments-là, et voir si on voyait les signatures vraiment de l'explosion d'une supernova. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ici, je vous montre un très beau exemple de ce type d'observation. Donc ici, on a un sursaut gamma qui a explosé en mars de 2003, le 29 mars. Donc si on prend le spectre qui a été pris le jour après l'explosion, on voit, quelques jours après l'explosion, on voit tout simplement un spectre avec une loi de puissance normale. Et après, à fur et à mesure, après quelques jours, on voit apparaître, on voit déjà que le spectre se courbe, devient un spectre plus thermique, et on voit apparaître ces bosses et ces buttes, je ne sais pas, ces collines, je ne sais pas comment vous dire, et qui sont des signatures typiques d'un type particulier des supernovae, qui sont les supernovae de type 1C broadline. Donc, il n'y a pas de raies d'hélium, il n'y a pas de raies d'hydrogène, donc on peut dire que c'est les supernovae de type 1C, comme on a vu tout à l'heure, et broadline, parce qu'il y a vraiment cette large absorption et large émission. Ce n'est pas des absorptions étroites ou des émissions étroites. Et donc, ces types, en plus, on voit qu'ils sont vraiment très brillantes, ces supernovae, associées aux sources gamma, et on les associe donc à ces fameuses hypernovas, ou hypernovae au pluriel, qui sont donc des supernovas très énergétiques dues à des étoiles très massives. Okay? Donc, on peut faire le lien entre les sources gamma longues et des étoiles très massives. Pourquoi des étoiles très massives? Parce que bon, là, je vous montre une figure où vous avez les différents types d'étoiles, disons, selon leur masse et leur évolution dans les temps. Les masses sont exprimées en masse solaire. Et donc, les supernovas typiques à effondrement de cœur, comme les hypernovae associées aux sources gamma longues, sont associées à des étoiles vraiment très massives, même plus massives que ça. Okay? Donc, par ces observations, on a pu au moins avoir des preuves observationnelles de l'origine des sources gamma longues, c'est-à-dire qu'ils sont produits lorsque un certain type d'étoile massive produit la supernovae par effondrement de cœur. Okay? Et donc, avec seulement quelques années, disons, d'observation de l'émission rémanente, des observations multilongueurs d'onde de l'émission rémanente, nous avons un cadre un peu plus, disons, détaillé et théorique et observationnel de ce qui sont les sources gamma. Donc, on sait qu'ils sont des jets ultrarélativistes associés à la formation cataclysmique de jets compacts, des trous noirs en particulier. On sait qu'il y en a de deux classes, donc la classe des sources gamma courts, qui on pense être associée à la coalescence des deux jets compacts d'un système binaire de jets compacts, comme par exemple deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons et un trou noir. Et on a la classe des sources gamma longs, qui on sait être, là on sait, ce n'est pas une hypothèse, on le sait par les observations, on sait être liés à l'explosion des étoiles très massives. Ensuite, les deux canaux vont former un trou noir qui arrive à lancer un jet ultra-relativiste, là on le sait à nouveau, et que à l'intérieur du jet, par des mécanismes comme par exemple des chocs internes, on a cette émission qu'on détecte un rayon gamma de très courte durée et qu'on appelle émission prompte. Et après, une fois que le jet rencontre le milieu interstellaire, on a un choc externe qui produit l'émission rémanente qu'on peut détecter en principe dans tous les domaines du spectre électromagnétique et que ça peut durer que quelques heures ou des jours ou même des années, selon les domaines de fréquence dans lesquels elle est observée. Donc, maintenant, on va voir comment donc, ces observations multilongueurs d'onde qu'on a collectionnées depuis les premières découvertes de Beppo-Sachs, la communauté les a utilisées pour étudier les propriétés de l'émission rémanente et du jet.
Tout d'abord, je veux souligner la difficulté de ces observations. C'est très important parce qu'il faut comprendre qu'il y a un gros effort de la communauté observationnelle et de la communauté internationale en général, pas que française, je veux dire vraiment mondiale, qui met beaucoup de personnes et beaucoup d'instruments à disposition de ce type de recherche. Et il y a aussi un gros effort de coordination. Donc, pour étudier l'émission rémanente comme il faut, donc de façon multilongueur d'onde, il faut arriver le plus tôt possible, pour 2 raisons. Parce qu'on a vu que ça décroît assez rapidement dans le temps, surtout en optique et rayon X, mais aussi parce que si je veux comprendre vraiment ce qui se passe, il faut que je commence à la regarder tout de suite après l'explosion du sursaut gamma. Donc aujourd'hui, on fait ça assez bien grâce au satellite Swift, qui est un satellite qui a déjà en lui-même le multilongueur d'onde. C'est-à-dire, avant on observait par exemple en gamma, on avait le satellite qui observait en gamma, le satellite qui observait en X. Swift observe le sursaut gamma déjà en gamma, en X et dans les domaines ultraviolets visibles. Okay? Donc il y a un instrument BAT qui détecte l'émission prompte. Ensuite, le satellite est capable de se repointer, il repointe ses instruments X et UV visibles dans la région d'erreur identifiée par l'instrument gamma. Okay? Donc l'instrument gamma dit ici j'ai une source, j'ai un sursaut gamma. La précision sur la position est très large, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais l'instrument X et l'instrument UV vont observer exactement cette position-là, ces régions du ciel-là. Et donc, ils peuvent tout de suite, là, comme vous dites, repositionner, ils se repositionnent dans la dizaine de secondes. Donc, c'est vraiment très rapide. Et tout de suite, on a l'observation dans l'X et l'observation dans le domaine ultraviolet visible. Alors, chaque fois que Swift observe un sursaut gamma, il est capable, l'émission rémanente en X, elle est toujours détectée pratiquement. Tandis que c'est plus rare de l'observer dans l'ultraviolet visible parce que l'instrument n'est pas assez sensible pour observer l'émission rémanente de tous les sursauts gamma. Okay? Donc il est capable d'observer l'émission rémanente seulement des plus brillants. Donc ensuite, il y a aussi toute une panoplie d'instrumentation au sol qui suit l'observation de Swift. Et la suit tout de suite, parce que Swift il est capable, chaque fois qu'il détecte un sursaut gamma, de lancer des alertes, donc d'alerter la communauté, il y a un sursaut gamma, il est explosé dans cette région du ciel. Okay? Il y a tout de suite des télescopes robotiques qui réceptionnent l'alerte après quelques secondes et automatiquement, sans intervention humaine, ils vont pointer la région du ciel où le sursaut gamma a été détecté. Okay? Selon l'information qu'on a, bien évidemment, au tout début, on a la région du ciel qui est très large, donc c'est presque inutile, mais dès qu'on a la position de XRT, qui c'est en position de l'arc seconde, de 2-3 arcs secondes, on peut très bien positionner nos télescopes robotiques. Donc, les télescopes robotiques réceptionnent les alertes et tout de suite, ils pointent la région du ciel. Là aussi, c'est quelques secondes pour arriver sur la position du ciel où le sursaut gamma a explosé. Il y a aussi la possibilité d'intervention humaine pour regarder est-ce que je déclenche mes observations ou pas. Dans ces cas, il y a du temps qui s'écoule et donc on peut lancer ce qu'on appelle des observations de target of opportunity, c'est-à-dire on va dire au grand télescope, allez observer cette région du ciel dès que vous pouvez. Okay? Et donc après, les observations sont faites, par exemple, dans le télescope optique, dans la nuit qui suit l'explosion, etc. Okay? Pareil, il y a aussi une interaction entre les télescopes robotiques et les grands télescopes, okay, le plus vite possible pour que l'information soit connue par la communauté et que tous ceux qui ont des instruments pour suivre le sursaut gamma puissent le faire. Et ça dans toutes les longueurs d'onde. Donc je vous parlais de Swift, mais je veux aussi vous signaler que dans le futur, alors Swift c'est un instrument qui est NASA avec une participation italienne et de l'Angleterre. Par contre, très prochainement, il y aura un satellite où la France joue vraiment un rôle principal, qui est le satellite SVOM, qui est né d'une collaboration avec la Chine, entre la Chine et la France, et qui est un satellite dont le cas scientifique principal est la détection et l'étude des sources gamma, et qui sera lancé à la moitié de 2023. Donc c'est un satellite, disons, à la Swift, c'est-à-dire qui est conçu pour avoir le multilongueur d'onde déjà à bord, mais plus que ça,
il est déjà conçu pour avoir aussi du multilongueur d'onde au sol. C'est-à-dire que de la mission font partie le satellite, mais aussi des télescopes robotiques au sol pour pouvoir suivre tout de suite aussi les missions rémanentes optiques au sol. Donc, une fois qu'on a réussi à avoir des observations vraiment multilongueur d'onde, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous montre ici un des exemples les meilleurs de ce type d'observation multilongueur d'onde, c'est-à-dire un des rares cas où on a des observations du gamma jusqu'à la radio, pour le même sursaut gamma. C'est un cas, malheureusement, on n'arrive pas très souvent, mais quand on a toute cette panoplie d'observations, on peut vraiment récupérer beaucoup d'informations sur les missions rémanentes. Ici, c'est la courbe de lumière, donc le flux en fonction du temps dans les différents domaines des fréquences, du gamma au X, ça c'est l'ultraviolet visible, l'optique l'infrarouge proche et la radio. Où on voit la loi des puissances dont on parlait tout à l'heure. Et ici, c'est la distribution spectrale d'énergie de cette émission rémanente. Donc faites attention qu'ici, les couleurs ne sont pas les mêmes. Hein. Les couleurs ici sont selon le temps d'observation. Okay? Donc correspond à ces données-là, ces données-là, ces données-là, etc. jusqu'ici. Okay? Donc on voit l'évolution de la distribution spectrale d'énergie tout de suite après l'explosion du sursaut gamma jusqu'à une centaine de jours après. Okay? Donc là, il faut me croire, mais on voit qu'on peut modéliser ce spectre, cette distribution spectrale d'énergie, par deux composantes. Donc, c'est une composante qui est dominante dans l'optique à des temps très tôt, après l'explosion du sursaut, okay, et une autre composante ici qui devient dominante plus tard dans l'optique, okay, et dans le X okay, aussi. Donc, c'est deux composantes. Donc ces deux composantes-là, on les explique comme dues à, je vous disais, le jet rencontre le milieu interstellaire, fait un choc avec le milieu interstellaire. Donc on décrit cette première composante-là comme l'émission qui est due à un choc en arrière, tandis que la deuxième composante est celle due au choc en avant. Okay? Donc d'habitude, comme en optique, celle du choc en arrière et en X, elle est dominante à des temps très très tôt. D'habitude, on ne voit que celle du choc en avant dans nos observations. Mais il y a les deux. Donc ici, par ces études multilongueur d'onde de la rémanence, on peut déjà déterminer qu'il y a deux types d'émissions et que l'émission, par l'étude des propriétés spectrales de ces émissions, c'est dû au phénomène, au rayonnement des synchrotrons. Okay? Je veux souligner ici l'importance des données radio qui sont ces données que vous voyez là. Il n'y a plus le domaine des fréquences, désolé, je reviens en arrière, comme ça vous les voyez. Les données radio qui sont à ces fréquences-là, okay? Parce que ce sont elles qui nous permettent vraiment de bien détecter cette émission due au choc en arrière. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, le pic de l'émission des synchrotrons de la radio a lieu plus tard dans le temps par rapport à l'optique X. Donc on a tout le temps pour aller regarder cette émission et voir de quoi elle est composée. Et donc on voit que cette émission de choc en arrière est très bien présente dans ces observations radio. Et on a tout le temps pour l'observer. Donc les observations radio sont vraiment déterminantes, pas que pour cette raison. Elles sont utiles pour plein de raisons. Elles nous permettent de déterminer l'énergie du jet, elles nous permettent de déterminer la densité du milieu qui entoure l'étoile progénitrice du sursaut gamma, si c'est un sursaut gamma long par exemple. Mais c'est assez difficile à voir parce que on peut détecter, mais vraiment suivre, avoir beaucoup de points dans le domaine radio nécessite des instruments assez sensibles. Alors maintenant, les instruments de la nouvelle génération ont cette sensibilité-là et l'auront encore plus une fois que nous aurons l'observatoire SCA, qui c'est un observatoire radio composé de plusieurs antennes radio en Afrique du Sud et en Australie, et qui aura une sensibilité 50 fois, 100 fois de plus que le télescope radio actuel. Okay? Donc là, vraiment, on aura une détection systématique de tous les rémanences des sources gamma, si on les observe, si on veut les observer.
Donc, qu'est-ce qu'on peut encore connaître de l'émission rémanente, découvrir si on est capable d'arriver assez tôt à l'observer? Ici, je vous montre des morceaux de courbe de lumière à temps tardif, disons, dans le X, qui montrent la loi de puissance décroissante qu'on a vue tout à l'heure. Mais si on arrive tôt, on a la présence de plateaux ou d'éruptions qu'on appelle flares, comme ça. Alors ici, on ne sait pas, c'est difficile de les expliquer, parce que les modèles qui essaient de les expliquer, ils se concentrent seulement sur les données X, qui sont celles qui montrent ces plateaux, ces flares. Mais pour avoir une vraie explication théorique, il faut que le modèle tienne à toutes les longueurs d'onde, à toutes les observations, à toutes les longueurs d'onde. Et par exemple, ici, on peut voir que si on a un flare ici dans le X, dans l'optique, on n'a rien. Okay? Souvent, c'est le cas. Le flare, c'est seulement dans l'X. Ou, par exemple, ces plateaux, on n'a pas de plateau dans l'optique, on a un plateau dans l'X. Dans l'optique, on peut voir très bien la courbe en de puissance qui descend, ou aussi des choses très bizarres, des comportements très bizarres qu'on ne sait pas vraiment encore expliquer. Donc, je voulais terminer un peu cette partie sur le fait que si on arrive très tôt, on peut aussi être capable de déterminer par les observations le facteur de Lorentz du G. Donc ici, je vous montre des exemples de courbes de lumière optiques, ici en bas rouge et X. Ici, c'est X et ici, c'est l'optique infrarouge proche. Donc, on voit qu'à des temps plus tardifs, disons après quelques milliers de secondes, elles suivent la décroissance à la loi des puissances, mais l'optique, au tout début, montre une montée, un pic et une descente. Alors ça, c'est la signature vraiment du début de l'afterglow optique. Et le temps de pic, le temps auquel a lieu le pic de cette émission est lié, est proportionnel au facteur de Lorentz. Donc on peut utiliser ces observations quand on est capable de les faire pour déterminer les facteurs de Lorentz, et on mesure des facteurs de Lorentz des centaines. Et donc on est vraiment des vitesses ultra-relativistes très très proches à la vitesse de la lumière. Une des observations, des découvertes les plus récentes du point de vue observationnel est la détection de l'émission rémanente, okay, aussi à des énergies énormément grandes. Là, on parle de téraélectronvolts. Et ça, c'est une découverte qui est majeure des dernières années. Ici, je vous montre celle qui a été faite par le télescope Cherenkov Magic. Donc, et vous la voyez ensemble à la courbe de lumière, à toutes les autres longueurs d'onde. Là, par exemple, c'est le X, okay. Et juste pour vous donner un ordre d'idée de l'énergie de ces photons-là, là, c'était le spectre électromagnétique que je vous montrais tout à l'heure. Là, c'était les rayons gamma de l'émission prompte détectés par les instruments comme BATSI. Et on est là. Okay? On est en train de détecter des photons vraiment avec une énergie incroyable. Et donc, cela nous dit que lors de l'émission rémanente, il y a aussi ces photons-là qui sont produits. On ne sait pas encore si c'est toujours par du synchrotron, si c'est de mécanismes de contour inverse sur les photons qui rayonnent par du synchrotron. Donc, ça, ce n'est pas encore clair. Et je voulais juste mentionner les instruments qui sont en train maintenant, qui ont montré cette émission, donc magique, qui est là. Mais il y a aussi un autre exemple de ce type de télescope qui est S, dont la France participe. Alors, on dit télescope Cherenkov parce qu'en effet, on ne détecte pas directement ces photons-là si énergétiques, mais on détecte plutôt l'effet qu'ils produisent dans l'atmosphère. Donc, quand ces photons si énergétiques traversent l'atmosphère, ils produisent des gerbes ou ils produisent d'autres photons, et ce sont ces photons-là qu'on détecte. Cette lumière-là, ce photon-là, ça s'appelle Cherenkov, donc on donne ce nom à ces télescopes-là. Dans le futur, là encore, je vous dis, il n'y en a que 3 cas, si je ne me trompe pas, 3-4 qui ont été détectés. Mais dans le futur, on espère que cette détection va être de plus en plus systématique grâce à un autre instrument qui verra la première lumière dans les années qui viennent, qui est CTA. Donc, ça va être un gros array de télescope Cherenkov.
et qui va être au moins 10 fois plus sensible que les télescopes gamma actuels. Et en plus, il va explorer des énergies encore plus élevées, même si ce n'est pas dit que les rayons gamma, les sursaut gamma émettent ces énergies-là, ok? Mais s'ils émettent quelque chose, peut-être qu'on le verra. Donc là, je voulais parler un peu du G. On a déjà vu tout à l'heure par les talks de François le fait que dans les cours de lumière, à un certain moment, pas toutes les cours de lumière, mais si on est capable de bien monitorer les cours de lumière longtemps, on peut voir des cassures qu'on dit achromatiques, c'est-à-dire qui ont lieu dans toutes les bandes, donc dans la bande optique, mais aussi dans le X, comme ici, vous avez le visible ici et le X de la cour de lumière. Et ces cassures sont dues donc, nous indiquent donc la présence d'un G. Je ne vais pas refaire à l'histoire que vous avez déjà entendue tout à l'heure, mais donc quand on a une émission qui est relativiste, donc une source qui émet à vitesse relativiste, même si la source émet de façon isotrope, l'observateur la verrait comme collimatée. Okay, ça, même si la source émet de façon isotrope. Dans le cas de sursaut gamma, donc, nous avons une émission qui est ultra-relativiste, et donc l'observateur au tout début la voit vraiment collimatée vers lui, avec un angle de collimation qui est proportionnel à l'inverse du facteur de Lorentz, et après le G décélère, et à un certain moment, quand cet angle de collimation devient plus grand que l'angle du G, on voit cette cassure. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que quand le G décélère, l'émission des photons, les photons deviennent visibles, observables, détectables par des observateurs qui ne sont pas dans l'axe. Okay? Tandis qu'au début, ce ne sont que détectables par des observateurs qui sont dans l'axe du sursaut gamma. Okay? Donc, qu'est-ce qu'ils voient, eux? Imaginons, ça c'est des prédictions théoriques. Pour des observateurs dans l'axe, on voit la décroissance à loin de puissance qu'on a vu tout à l'heure de la courbe de lumière. Mais pour ceux qui ne sont pas dans l'axe, ils verront tout d'abord une montée, un pic à des temps assez tard. Ce n'est pas l'onset de tout à l'heure, c'est l'onset de l'afterglow pour ceux qui n'observent pas dans l'axe. Okay? Donc ici, on verra un pic après quelques jours, disons, et une décroissance. Alors, cela, c'est un modèle simpliste qui est basé sur le modèle où le G a une distribution d'énergie et des facteurs de Lorentz qui sont uniformes. Mais si on est des théoriciens, on peut s'amuser et changer des paramètres, changer la structure du G et voir comment l'observateur qui n'est pas dans l'axe le verrait. Ou comment, l'émission va changer selon si je suis dans l'axe ou si je suis hors axe. Qu'est-ce que je vais voir? Et donc, vous voyez, selon du fait, si on met un G uniforme, on a ces courbes de lumière-là. Si on met un G avec une distribution gaussienne de l'énergie, on a une pente qui est un peu plus, une pente de croissance qui est un peu plus plate, etc. Donc, en principe, logiquement, on devrait observer beaucoup plus d'émissions rémanentes vues à des angles hors axe que dans l'axe. Le problème, c'est que, comme vous voyez, le pic de l'émission a lieu plus tard quand l'afterglow, donc l'émission rémanente, est déjà beaucoup plus faible. Donc, ce sont des émissions très faibles et donc, nous, observateurs, on a vraiment du mal à les détecter parce que nos instruments ne sont pas performants pour les détecter. Et c'est là que nous viennent en aide les observations multimessagers. Donc, pas que multimicro-ondes, mais là, on parle de multimessagers. C'est-à-dire, on n'utilise plus que le photon, mais on utilise d'autres messagers qui sont les ondes gravitationnelles dans ces cas. Alors, peut-être que vous êtes au courant qu'il y a eu en 2017 cette magnifique détection par les interféromètres LAGO-Virgo du signaux des ondes gravitationnelles produites par la coalescence d'un système binaire d'étoiles neutrons, que vous verrez indiqué avec BNS dans la suite aussi. Et cette détection était associée à l'émission d'un sursaut gamma court. Donc là, c'est l'émission gamma du sursaut gamma court. Okay? C'est le GRB 170817. Okay? Donc déjà, il y a quelque chose de très important là, que c'est qu'on sait que ça nous dit
que le sursaut gamma court, au moins celui-là, est associé à la coalescence d'un système binaire d'étoiles à neutrons. C'était une hypothèse théorique que ces observations-là nous confirment, au moins pour ces cas-là. Ensuite, là je ne vais pas en parler, mais je vais juste vous dire qu'il y a aussi un autre type d'émission électromagnétique qui a été détectée, associée à cet événement donc gravitationnel, qui est l'émission de la kilonova. Donc, sursaut gamma long, hypernova ou supernova, comme vous voulez, sursaut gamma court, kilonova. Okay? Si vous voulez, je pense que la semaine prochaine, vous aurez beaucoup plus vous avez des cours et le séminaire qui va traiter beaucoup plus ce phénomène-là. Moi, je voulais vous parler de l'autre émission électromagnétique qui a été détectée, qui est donc, disons, l'émission rémanente du sursaut gamma court. Okay? Donc, on a observé la région où la kilonova, le système binaire d'étoiles à neutrons et le sursaut gamma court ont été détectés. Et on l'a observé en différentes bandes de l'X jusqu'au radio, là aussi, vous le voyez là. Et au début, on n'a rien vu. Et après, on a commencé à voir l'émission rémanente, disons, qui montait. Et après le pic, et après la descente. Alors déjà, si on modélisait ces observations-là, déjà, on pouvait exclure un scénario où j'ai un observateur ORAX, mais qui regarde un jet uniforme. Okay? Donc, c'est clair que c'est un observateur ORAX, okay? Parce que sinon, j'aurais vu les pics tout de suite après la décroissance, comme je vois d'habitude par les rémanences des sursauts gamma courts que je vois dans l'axe. Là, on est ORAX, mais déjà, ces données-là nous disent que le jet n'est pas uniforme. Et ces observations vont me permettre de vraiment étudier la structure du jet. Surtout grâce à des observations radio. Ici, je vous montre, ça c'est des observations radio uniques avec une résolution spatiale incroyable qui ont permis de détecter l'image, disons, du jet et aussi son déplacement dans les temps. Donc, en mettant l'information sur cette taille du jet, l'information sur le mouvement de la position du jet dans les temps, et donc en construisant toute la courbe de lumière en radio avec cette forme, on a pu étudier vraiment la structure de ce jet, et on a vu donc que c'est un jet qui a une structure où on a la partie centrale du jet qui est très énergétique et qui a une vitesse, et il bouge avec des facteurs de Lorentz très élevés. Et après, à fur et à mesure que je me déplace à des angles plus grands par rapport au centre du jet, l'énergie et les facteurs de Lorentz diminuent. Okay? Donc, tout d'abord, l'observateur voit l'émission rémanente qui vient de cette partie du jet, et après de celle un peu plus interne, et après, jusqu'à la fin, il verra celle de la partie centrale du jet. Quand cette partie-là, ça sera ouvert. Donc, ici, je peux voir la distribution de l'énergie en fonction de l'angle à partir du centre du jet et la distribution des facteurs de Lorentz. Donc, on a vraiment eu accès à la structure de ce jet. Donc, il reste encore plein de questions ouvertes par rapport à ces observations multilongueur d'onde et multimessagères. Surtout, on ne sait pas si vraiment tous les systèmes binaires d'étoiles à neutrons donnent lieu à un sursaut gamma court. On ne sait pas si c'est seulement les systèmes binaires d'étoiles à neutrons qui donnent lieu à des sursauts gamma courts. On ne sait pas si la structure du jet qu'on a observé est universelle. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de questions auxquelles on veut répondre, mais on était vraiment des observations fondamentales, séminales, je dirais. Donc, on a beaucoup d'espoir de répondre à ces questions dans le futur, aussi parce que les interféromètres qui observent les ondes gravitationnelles vont faire de nouvelles observations déjà à partir de la fin de l'année. Donc, on le voit ici, il y a des observations qui durent une année, prévues fin 2022, fin 2023, et après encore des observations avec des performances encore meilleures, des sensitivités encore meilleures, fin 2024 et fin 2025. Et en plus, du point de vue électromagnétique,
on est vraiment en train de développer des instruments qui nous permettent de détecter au milieu les contreparties électromagnétiques de ces détections d'ondes gravitationnelles. Je vais vous mettre ici un exemple qui est LSST. Pardon, qui est la survey LSST sur le Vera Rubin Observatory, qui est ici, et qui va nous permettre vraiment de échantillonner tout le ciel à de grandes vitesses et à de grandes sensitivités. Donc, je vais terminer mon séminaire par vous montrer comment les observations multilongueurs d'onde peuvent nous permettre d'utiliser les sursaut comme sonde de l'univers lointain. Là, je me réfère aux sursauts gamma longues dans la suite de ce séminaire. Et surtout pour ces deux caractéristiques des sursauts gamma longs, c'est qu'ils sont très brillants, ils peuvent être très brillants, et qui sont associés aux étoiles massives, donc à la mort, disons, des étoiles massives. Je vous ai montré tout à l'heure cette figure pour vous montrer justement que les sursauts gamma longs étaient associés à des étoiles massives, mais là je veux que vous mettez votre attention sur les temps. Cette échelle de temps, c'est les temps d'évolution des étoiles selon leur masse. Okay? Donc ici, vous voyez que les étoiles massives, ils vont faire une explosion de supernova assez vite par rapport à une échelle de temps de vie d'une étoile peu massive. Okay? Donc la supernova a lieu presque tout de suite, disons, la formation de l'étoile massive. Ou tout de suite, c'est un tout de suite astrophysique, c'est-à-dire des millions d'années, okay? Par rapport aux milliards d'années, dizaines de milliards d'années, 13 milliards d'années de notre univers, quelques millions d'années, c'est tout de suite. Okay? Donc, chaque fois, l'autre chose à laquelle il faut penser, c'est que chaque fois que j'ai de la formation stellaire dans des galaxies, j'ai des étoiles massives qui se forment. Ici, vous avez la distribution en masse des étoiles qui se forment lors d'un épisode de formation stellaire. Okay? Donc, je n'ai de toute masse, mais j'ai aussi mes étoiles massives. Okay? Donc, chaque fois que je vois un sursaut gamma, je sais qu'il y a de la formation stellaire qui est en cours, disons, ou qui a été très récemment en cours. Ou très récemment, c'est toujours les millions d'années. Okay? Donc, en principe, je peux étudier les sursauts gamma pour tracer la formation stellaire jusqu'au plus grand décalage spectral, jusqu'au plus grand redshift, grâce au fait que les sursauts gamma sont brillants aussi à très grand redshift. Okay? Et donc, en principe, je peux détecter les sursauts gamma longs à n'importe quel redshift et les utiliser comme source de lumière très brillante pour étudier l'environnement, de là ils ont explosé, mais aussi toute la ligne de visée jusqu'à nous. Okay? Comment je vais faire? Là, il faut que vous vous imaginez que j'ai un sursaut gamma qui explose et vous devez vous imaginer une source de lumière très brillante qui traverse du gaz, le gaz de sa galaxie haute, le gaz du milieu intergalactique, et tout ce gaz qui n'émet pas, il est là, il est un gaz froid ou tiède, absorbe cette lumière. Et donc, si je prends des spectres optiques, je vais voir les signatures de ces absorptions du gaz que le sursaut gamma a traversé. Donc, ceux de la galaxie haute, ceux des nuages dans le milieu intergalactique, jusqu'à nous. Et donc, je vais voir ce type de spectre. Ça, c'est un exemple de spectre optique de l'émission rémanente d'un sursaut gamma, où j'ai cette raie qui est très très forte, cette raie d'absorption très très forte, qui est due à l'hydrogène neutre de la galaxie haute du sursaut gamma. J'ai des raies métalliques, ceux-là sont des raies qui sont dues à des métaux présents dans la galaxie haute du sursaut gamma ou le long de la ligne de visée. J'ai ensuite cette partie-là qui est la forêt Lyman alpha, ça s'appelle forêt Lyman alpha, c'est toute l'absorption des nuages de gaz neutre que le sursaut gamma rencontre pour arriver jusqu'à nous. Et ici, il y a une partie que je peux voir si le sursaut gamma est assez grand décalage spectral, que c'est le Lyman limit, c'est-à-dire là, tout est absorbé, parce que c'est des fréquences que tous les atomes d'hydrogène absorbent, et donc je ne vois plus rien. Okay? Donc, quel est l'avantage des sursauts gamma? C'est que je peux utiliser toutes ces informations détaillées sur les propriétés de la galaxie haute du sursaut gamma, même si la galaxie est extrêmement faible. Là, ce spectre que je vous montre, c'est pour une galaxie qu'on ne voit pas, même avec des observations très très fondes avec le Hubble Space Telescope, qui me permet de rejoindre des magnitudes qui sont vraiment, d'obtenir des magnitudes qui sont vraiment très très faibles. Ça, c'est des magnitudes extrêmement faibles.
Pourquoi je suis intéressée à ces populations de galaxies faibles? Parce qu'en effet, à grand décalage spectral, à grand redshift, les galaxies si faibles, de faible masse, de faible luminosité, sont les galaxies typiques. Ici, on voit la distribution, la fonction de masse, qu'on peut rapprocher à la fonction de luminosité, des galaxies à redshift 6. Okay? Donc, plus cette magnitude absolue elle est grande, donc moins 12 par exemple, c'est plus grand que moins 22, plus ça signifie que la galaxie est faible. Okay? Est faible en masse et faible en luminosité. Et vous voyez que la distribution nous dit que la plupart des galaxies sont là. Okay? Donc, les sources gamma nous offrent un outil pour pouvoir étudier dans les détails les propriétés de ces galaxies qui seraient inaccessibles par d'autres moyens. Donc là, c'est un spectre à basse résolution spectrale, mais si nous, on a un spectre à haute résolution spectrale, comme c'est le cas de celui que je vous montre, on peut vraiment zoomer dans cette région et voir toutes les absorptions de tous les gaz, des métaux, tous les métaux dans le gaz de la galaxie de source gamma. Donc on a du carbone, de l'oxygène, de l'aluminium, du silicium, etc. Donc je peux étudier, ça c'est pour un spectre à grand redshift, je peux le faire aussi à redshift intermédiaire bien évidemment. Donc je peux étudier quel est le contenu de ces métaux, quel est le contenu de l'hydrogène neutre, et donc étudier l'évolution de la métallicité, donc l'enrichissement chimique à l'intérieur des galaxies. Et ça c'est un exemple, les points colorés sont ceux des sources gamma, et je peux le faire jusqu'à vraiment à des grands décalages spectraux. Donc, je peux faire plein d'autres observations, mais je n'ai pas le temps de les détailler. Je voulais vous parler de comment on peut utiliser les sources gamma pour sonder l'époque de la réionisation, et plus en particulier, qui sont les acteurs, qui est-ce qui a réionisé l'univers et comment ça a été fait. Donc, ici, c'est un peu une figure où vous avez l'évolution de l'univers, du Big Bang jusqu'à nos jours. Et au début, cette époque qu'on appelle les Dark Ages, les années sombres, l'univers était plein d'hydrogène neutre, okay? Tandis que maintenant l'hydrogène est presque tout ionisé. Donc il y a un moment où les premiers objets se sont formés, des étoiles, des galaxies, et surtout les étoiles massives, on pense, ont contribué à ioniser l'univers. Okay? Ce processus n'est pas instantané, ça a duré de quelques temps. Par contre, ce n'est pas clair comment vraiment ce processus a eu lieu et qui a vraiment contribué de façon majoritaire, s'il y a quelqu'un qui l'a fait, si ce sont les étoiles, si ce sont plus en général des étoiles très massives, si ce sont l'ensemble des galaxies, si ce sont les quasars, etc. Donc, avec les sources gamma, si on en détecte pendant cette époque, on peut bien évidemment essayer de l'étudier, mais on peut aussi essayer de l'étudier aussi avec les sources gamma qui sont exposées à des redshifts intermédiaires. Okay? Donc là, c'est un exemple. Ça, c'est une collection des colonnes de densité d'hydrogène neutre le long de la ligne de visée des sources gamma. Alors, bien évidemment, chaque source gamma explore qu'une ligne visée, mais si j'en prends plein de sources gamma, je peux avoir une idée statistique de comment, en moyenne, sont faites les lignes de visée, n'importe lesquelles, random, d'une galaxie. Okay? Et donc, si l'hydrogène neutre est en petite quantité, ça c'est une indication qu'il y a des photons ionisants. Okay? Donc, en utilisant la statistique du contenu d'hydrogène neutre des sources gamma le long des lignes de visée, je peux mettre des limites sur la fraction d'échappement des photons ionisants moyens dans les galaxies. Et ça, on l'a fait jusqu'à redshift 5, et on trouve que c'est une fraction d'échappement moyen qui est vraiment très 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 faible. Et on ne semble pas voir une évolution à grand redshift. Et ça, c'est un problème parce que si les galaxies à grand redshift ont cette fraction d'échappement des photons ionisants, c'est extrêmement faible. Ce serait compliqué d'obtenir la réionisation de l'univers avec ces fractions d'échappement-là. Je peux aussi essayer de détecter directement les photons ionisants le long de la ligne de visée du sursaut. C'est ce qu'on a réussi à faire, par exemple, avec ce sursaut gamma-là. Ici, c'est la forêt Lyman alpha. Ici, c'est le Lyman à la limite que je vous disais tout à l'heure. Alors, ici, vous voyez, ce n'est pas zéro. C'est parce que j'arrive à détecter des photons ionisants le long de la ligne de visée du sursaut. Alors, c'est important parce que ça peut
si on a un échantillon un peu plus grand des 3 cas qu'on a aujourd'hui, ça peut nous donner des informations très, très intéressantes sur la quantité de photons qui s'échappent dans ces galaxies de faible masse et faible luminosité et quelles seraient les sources qui les font échapper, si ça dépend des régions où explosent le sous-sol, etc. L'idée générale, c'est, disons, le rêve, ça serait d'avoir des observations le long de la ligne divisée et en même temps des observations de la galaxie même, des observations dans des bandes qui sont sensibles uniquement aux photons ionisants. Et donc, on aurait une vision d'ensemble de la galaxie et une vision de la ligne de visée par rapport à ces photons ionisants. Alors, il ne me reste pas beaucoup de minutes. Ici, je voulais vous montrer aussi qu'on peut utiliser l'émission rémanente pour étudier la poussière dans les galaxies. Ça, c'est une étude qui est très intéressante parce qu'on a très peu d'informations sur la poussière à grand décalage spectral. On a beaucoup d'informations dans l'univers local, mais pas à grand décalage spectral. Donc là, je vous montre une figure qui représente les lois d'extinction de la poussière, c'est-à-dire la poussière, dans notre galaxie par exemple, elle va absorber des photons selon leur fréquence et la capacité et la façon dont ces photons sont absorbés en fonction de leur fréquence dépend des éléments qui forment la poussière, dont la poussière est composée. Et ça change d'une galaxie à l'autre. Ici, c'est par exemple la loi d'extinction pour la Milky Way, donc pour notre galaxie, la Voie lactée, pour le nuage de Magellan, le large, je sais pas, bon, Large Magellanic Clouds, désolé, je ne sais pas en français, et pour le Small Magellanic Cloud, le petit nuage de Magellan. Et vous voyez que c'est très différent. Le petit nuage de Magellan n'a pas cette bande, cette éruption-là, cette forme-là, voilà. Donc, ça dépend vraiment de la composition de la poussière. À grand redshift, à grand décalage spectral, on peut utiliser les sources gamma, on peut utiliser leur distribution spectrale d'énergie et le spectre vraiment détaillé des optiques qu'on a vu tout à l'heure pour essayer de déterminer la loi d'extinction le long de la ligne divisée du sursaut dans sa galaxie haute. Et ça, ce sont des résultats qu'on voit ici, comparés par exemple à celle du nuage de Magellan que je vous mets ici. Ça, c'est ce qu'on trouve pour les sources gamma, cette courbe-là rouge. Et on trouve aussi, ça c'est préliminaire, on n'a pas beaucoup de statistiques, mais on trouve aussi par exemple que le contenu en poussière ou l'extension de la poussière diminue fortement à partir de redshift 3.5-4. Donc cela pourrait indiquer qu'il y a beaucoup moins de poussière dans les galaxies hautes des sources gamma à ces redshifts-là, ou que la poussière est composée de façon qu'il y a moins d'extinction, cause moins d'extinction sur les rayons, sur les photons optiques et ultraviolets de ces galaxies-là. Donc, l'autre chose unique des sources gamma, disons, c'est qu'une fois que l'émission rémanente est disparue, je peux observer la position du source gamma, de l'émission rémanente, et détecter la galaxie haute. Là, ce n'est plus la détection du gaz de la galaxie haute par le spectre optique de la rémanence, c'est vraiment l'émission de la galaxie haute, du continuum, du gaz qui émet, du gaz ionisé de la galaxie, etc. Donc là, je vous montre un ensemble de galaxies hautes de source gamma, et je peux faire des études spectroscopiques qui me permettent de détecter des raies du gaz ionisé de la galaxie, qui me donnent des informations sur le taux de formation stellaire, par exemple H-alpha, sur le contenu en poussière, H-alpha, le rapport H-alpha sur H-bêta, sur la ionisation du gaz en utilisant ces raies de l'oxygène 3, ou sur la métallicité du gaz. Donc, grâce à l'étude des sources gamma longs, on peut sélectionner des galaxies qui sont en train de former des étoiles d'une façon qui ne dépend pas de la luminosité de la galaxie, parce qu'en effet, c'est sélectionné seulement pour le fait qu'il y a les sources gamma qui explosent. Donc, c'est une sélection qui est différente au grand relevé des galaxies qu'on a d'habitude. Et on sonde une population de galaxies qui sont de faible masse et faible luminosité jusqu'à grand décalage spectral. De plus, on peut sonder par les raies d'absorption de la rémanence le gaz froid ou neutre, ou tiède, donc du gaz qui n'émet pas. Je le détecte seulement si j'ai une source brillante d'arrière-plan. Okay? Et aussi, avec les observations directes de la galaxie haute, je peux étudier le gaz ionisé.
Donc je peux obtenir plein d'informations de ces galaxies-là, leur contenu en métaux, leur contenu en hydrogène neutre, le taux de formation stellaire, la kinématique du gaz aussi. Je peux voir si le gaz est en turbulence, si le gaz est en train de voir des outflow et inflow, c'est-à-dire si j'ai des mouvements du gaz qui sortent de la galaxie ou qui rentrent dans la galaxie, des accrétions, etc. Donc les sursauts gamma sont le seul phénomène qui nous permet d'étudier ce type de galaxies de faible masse et à grand décalage spectral de cette façon. Le problème qu'on a, c'est qu'on en a peu, pas beaucoup. Pourquoi? Parce que pour faire ce type d'observation, pour avoir ces beaux spectres de l'émission rémanente avec dedans toutes ces informations que je vous ai montrées, et pas que cela, parce que je n'ai pas détaillé toutes les informations qu'on peut récupérer par ces spectres, il faut arriver tôt. Il faut les observer très tôt quand ils sont très brillants. Sinon, je n'ai pas assez de signal et je ne peux plus voir mes raies d'absorption. Tout est mélangé dans le bruit. Et comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas évident d'arriver tôt. Il faut toute une coordination de la communauté. Et en plus, pour ce type d'observation dans l'optique qui nécessite de grands télescopes, il faut aussi voir si, OK, j'ai détecté un source gamma, j'ai la position précise, mais est-ce qu'à ce moment-là, il est visible par un de ces grands télescopes? Parce que peut-être que, tout simplement, il est positionné dans une région du ciel qui n'est pas visible à ce moment-là par les grands télescopes dont j'ai besoin. Et aussi, il faut voir si les télescopes, si j'ai du temps à ces télescopes pour l'observer. Si le télescope est ouvert, si je peux observer à ces télescopes, etc. Donc, il y a plein de facteurs. De plus, on a besoin des instruments très performants pour faire ce type d'observation riche en informations. Heureusement, on en a un, mais c'est un. Et heureusement, on l'a, nous, Européens, disons, que c'est cet instrument X-Shooter, au VLT, ça c'est le Very Large Telescope, à l'ESO. Et c'est un instrument qui a la caractéristique unique d'avoir une très grande bande de longueur d'onde que je peux observer avec une seule exposition. Et donc, je peux observer les raies d'absorption de plein de transitions métalliques. Et c'est aussi un télescope qui est un instrument qui me permet de le faire avec une bonne résolution spectrale et une bonne sensitivité. Mais c'est seulement celui-là. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai une statistique très limitée de ces spectres des sources gamma, des émissions rémanentes des sources gamma à grand décalage spectral. Et c'est le fait que les instruments, les satellites qui observent les sources gamma, qui ont observé les sources gamma jusqu'à aujourd'hui, couvrent un espace de paramètres en termes d'énergie et de flux qui n'est pas celui où il y a la plupart des sources gamma à grand redshift. Donc ici, en jaune, c'est la population, une simulation des populations de sources gamma à décalage spectral plus grand que 5. Okay? Donc ceux qui sont à grand décalage spectral. Ils se positionnent là. Et mes instruments observent là, observent cette région-là. Donc j'ai besoin vraiment de changer de type d'instrument. J'ai besoin d'un instrument qui a des sensitivités dans l'énergie du pic et des sensitivités de l'instrument lui-même qui descend vers cet espace de paramètres-là. Sinon, je détecterai même plein de sources gamma, mais très peu à grand décalage spectral. Et donc, il y a plusieurs projets de la communauté mondiale pour avoir ce type de satellite qui me permet de détecter ces populations, dont Théséus, dont Françoise vous a parlé tout à l'heure, qui c'est un projet qu'on va resoumettre à nouveau à l'ESA pour qu'il soit sélectionné. Et ici, cette figure vous montre tous les sources gamma en gris, tous les points en gris sont les sources gamma détectées jusqu'à aujourd'hui en fonction de leur décalage spectral. Et en rouge, ce serait ce que Théséus va observer en 3 ans d'observation. Et vous voyez que là, à grand décalage spectral, par rapport aux 5 ou 6 qu'on a jusqu'à maintenant, on va vraiment avoir des dizaines. Donc, on va voir vraiment de la statistique pour pouvoir vraiment déterminer les propriétés des premières galaxies, pourquoi pas des premières étoiles. Donc, voilà. Et c'est la caractéristique de Théséus, qui aussi c'est très important, c'est qu'à bord, il est censé avoir aussi un instrument qui va, disons, prédéterminer le décalage spectral du source gamma. Il va nous dire, est-ce que ce source gamma-là est un source gamma à redshift 2, 4 ou 8, par exemple.
Et donc, bien évidemment, une fois que j'ai un sursaut gamma à grand décalage spectral, il y a beaucoup plus de chances que j'ai du temps au télescope, au grand télescope au sol, pour l'observer. Personne ne va nier le temps au télescope pour observer la rémanence d'un sursaut gamma à redshift 10, à redshift 11. Okay? Donc cette information-là est aussi importante pour optimiser nos observations au sol, parce que le temps du grand télescope au sol il est précieux. On aimerait avoir ce type de satellite, d'autant plus que dans les années à venir, dans les années 2030, on aura un satellite X, Athéna, qui va rendre possible de faire des spectres de l'émission rémanente dans le X aussi. Donc les spectres que je vous ai montrés tout à l'heure au TIC, où on voit tous les raies d'absorption des métaux, du gaz neutre, des galaxies ou de sources gamma, on pourrait les avoir dans l'X, et cette fois, on aurait les raies d'absorption du gaz ionisé le long de la ligne de visée du source gamma. Et donc, on pourrait combiner ces informations-là avec l'information qu'on a par les spectres de la rémanence optique et vraiment avoir un cadre vraiment complet des propriétés du gaz de ces premières galaxies. Donc ça, ce serait des observations extraordinaires. On va espérer qu'on aura les satellites qu'il nous faut pour les mener à bien. Et donc, je vais conclure avec ces transparents de messages à retenir. Donc, je crois que je vous ai montré que donc, les sources gamma sont un laboratoire de physique assez exceptionnel. On a beaucoup de questions qui sont encore ouvertes et qui nécessitent vraiment d'observations multilongueurs d'onde et multimessagers. Donc, n'oublions pas les ondes gravitationnelles, n'oublions pas les neutrinos, même si je ne vous avais pas parlé, pour avoir un cadre vraiment détaillé des propriétés et comprendre les propriétés des CG. Ensuite, je viens de vous montrer comment les sources gamma, surtout les sources gamma longues en particulier, peuvent être utilisées comme des sondes uniques pour étudier l'univers lointain. Et pour cela, par contre, pour améliorer ce type d'études, il nous faut vraiment une nouvelle génération de satellites qui est capable de détecter et présélectionner beaucoup de sources gamma à grand décalage spectral. Dans tout cela, d'ici là, dans le séminaire, je vous ai montré vraiment l'impact important qu'ils peuvent avoir des futurs instruments comme par exemple SCA dans le domaine radio, CTA dans le domaine de très haute énergie, et donc ces nouveaux satellites et ces nouvelles missions, par exemple comme Athéna dans les rayons X. Et je vous remercie pour votre attention.